Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 12e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux économistes, Vincent Geloso, qui est professeur adjoint à l'Université George Mason, et Francesco Amodio, professeur associé à l'Université McGill. Alors, bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Peut-être avant de commencer l'entrevue, je voudrais juste dire aux auditeurs que c'est le 17 décembre aujourd'hui et qu'il y a eu de l'actualité politique au niveau fédéral hier. Donc, comme l'épisode devrait paraître après les fêtes, donc au début de l'année prochaine, et que les choses bougent vite en politique, il y aura peut-être des choses qui manquent à notre connaissance par rapport à vous dans le futur. Donc, je voulais juste mentionner ça d'entrée de jeu. Je vous propose de commencer peut-être l'entrevue avec les perspectives économiques actuelles. Donc, peut-être juste rapidement de nous dire comment vous percevez l'économie canadienne et québécoise actuelle et quels sont, selon vous, les signes encourageants, s'il y en a, les points qui sont peut-être plus inquiétants ou des points faibles, si on veut. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Je vais vous laisser la première parole. Merci pour l'invitation, Virginie. Et, c'est sûr que j'y pensais hier, puis finalement, je ne suis pas très optimiste en général. Et je pense que le discours, complètement, on est en train de voir comme l'économie canadienne puis l'économie québécoise ne sont pas capables, comme auparavant, de créer de la valeur. Donc, on peut voir ça dans plusieurs chiffres, dans plusieurs données. Avec ça vient toutes sortes de problèmes sur la possibilité de soutenir un déficit ou une dépense publique élevée, la impossibilité des jeunes générations de pouvoir avoir une certaine stabilité financière. Donc, c'est ça. Je ne suis pas, en général, très optimiste. C'est aussi... Il y a plusieurs facteurs, mais on pourrait parler de ça si tu veux. Oui, on pourra aborder plus tard dans le détail, mais oui. En général, assez pessimiste. Oui, je dirais que oui. Moi, je ne vais pas faire de prédictions, largement parce que si je pouvais le faire, je les garderais pour moi et je mettrais de l'argent dessus. Et comme ça, je serais celui qui ferait le maximum de profit possible sur les prédictions. Les marchés fonctionnent bien, donc il faut jamais... Si on a de l'information privilégiée, il faut juste agir, pas la partager. Mais plus sérieusement, par contre, ce que je peux dire, c'est peut-être la direction dans laquelle le chemin qu'on a parcouru dans les dernières années. Celui-là, il y a des raisons d'être inquiet. Donc, le Canada, si on prend, disons, on commence au début de la Confédération, on regarde le comparatif naturel du Canada, c'est-à-dire les États-Unis, et on met le revenu des Québécois relativement à celui des États-Unis, on commence la Confédération à peu près 50 %. Donc, on est à la moitié aussi riche que les Américains. Entre 1867 et 1950, on rattrape constamment, on ferme l'écart, on arrive à peu près à 80 % du revenu par personne des États-Unis, et depuis, on stagne en termes relatifs. Donc, c'est pas que le Canada ne s'enrichit pas, c'est que la distance entre les coureurs demeure la même. Et depuis, par contre, 5 à 6 ans, le Canada perd du terrain relativement aux États-Unis, et c'est encore plus accentué sur le titre de la productivité du travail, mais aussi ce qu'on appelle la productivité multifactorielle. Donc, c'est un gros mot pour dire l'efficacité de comment est-ce qu'on mélange le capital et le travail. Et au Canada, sur ça, on commence à beaucoup tirer de la patte, mais pas juste d'être celui qui est toujours derrière dans la course, mais celui qui voit la partie devant allonger son écart face à nous. Et ça devrait avoir des raisons de nous inquiéter. Mais je ne veux pas faire de prédiction. On a déjà vu des économies ailleurs qui étaient, je n'ai pas le terme en français, mais laggards, qui font un retour en arrière, réussissent à dépasser le coureur. Ça arrive, c'est pas impossible. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas faire de prédiction. Puis il y a du politique aussi là-dedans qui pourrait changer la donne, peut-être? Oui, mais je ne veux pas présenter ça comme une fatalité, ce que beaucoup de gens ont tendance à faire. Les tendances passées ne sont pas des fatalités. Très bien. Je trouve difficile d'éluder la question des déficits parce que c'est sur toutes les lèvres. Et puis, hier qui était le 16 décembre, on a eu... il devait y avoir une mise à jour économique. Donc, au niveau fédéral, on sait que les déficits sont importants, plus importants que prévu. On a vu un peu la même chose au niveau provincial. Donc, est-ce que, selon vous, le ratio dette-PIB du Canada, du Québec sont soutenables? Et puis, est-ce que les jeunes générations
on l'a esquissé un peu, mais est-ce que les jeunes générations ont raison d'être inquiets par rapport à leur capacité de rembourser tout ça dans le futur? Tu y allais avant? Tu peux commencer. OK. J'irais de la manière suivante. Normalement, un petit déficit qui dure un épisode parce que c'est soit qu'il y a une récession, soit qu'il y a un choc inattendu, disons une pandémie, je ne sais pas pourquoi ça pourrait être l'exemple, mais c'est normal d'avoir des déficits occasionnels. Ce qui est important, c'est de conserver une discipline fiscale de long terme de telle sorte qu'il peut y avoir des épisodes où la dette augmente relativement au PIB, mais après, on retourne à un niveau plus bas, justement pour avoir toujours une sorte de coussin pour des chocs qui ne sont pas dans notre contrôle. Et ça, c'est la chose qui devrait nous inquiéter, c'est qu'à des niveaux d'endettement très élevés, les finances publiques sont immensément fragilisées. Donc, c'est possible de revenir à un déficit. Je pense que les coûts d'un déficit sont présents, mais le vrai coût, c'est la perte d'antifragilité qu'une dette publique basse nous permet pour s'ajuster au choc. Parce que la chose, ça, c'est un truc vraiment important en économie, la règle d'or pour des finances publiques, c'est des surplus dans les bonnes années. En fait, d'établir les revenus pour que dans les bonnes années, les surplus couvrent les intérêts qu'on doit payer dans l'avenir et repayer un petit peu de la dette et de toujours s'assurer de ne pas avoir à changer les dépenses ni les taux de taxation. Donc, sans ces cas-ci, on minimise tous les problèmes liés à l'arbitraire politique, on maximise la croissance économique, c'est ça qu'on veut en termes de politique fiscale. Quand on se met à changer les taux d'impôt, à essayer de faire de l'austérité, de justement faire les efforts de consolidation fiscale, ils sont très difficiles, ils sont très durs, les ajustements sont coûteux. Et donc, si on essaye de jouer avec ça, ben l'ajustement va être pénible. C'est pour ça que revenir à une dette qui est plus basse, qui est stable, de garder cette stabilité, c'est vraiment l'objectif qu'on devrait se faire. Le déficit, c'est juste une des étapes de réduire le déficit, c'est que l'étape 1 de la place qu'on devrait être en termes de destination. Je suis 100% d'accord avec tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose quand on voit que le déficit prévu, c'était 40 milliards, puis on se réveille et c'est 60 milliards, 50% de plus. Ça m'inquiète plutôt parce que ça dit quelque chose sur la capacité de gestion, en fait, puis de contrôle de quoi qui se passe. Donc, c'est ça qui est quand même vraiment inquiétant. Si on parle du montant du déficit ou du montant de la dette, il faut quand même remettre un peu les choses en perspective parce que, par exemple, comparé à des autres pays riches, le Canada continue à être pas si pire, mais c'est cette gestion et ça paraît un peu irresponsable que ça m'inquiète beaucoup. Et comme bien a dit Vincent, c'est vraiment important de se créer un coussin. On l'a vu dans la lettre de démission du ministre, c'est ça qu'elle a dit. Effectivement, elle a dit comme il faut maintenant penser à avoir un coussin parce que peut-être il va y avoir une guerre des tarifs et tout ça. Donc, c'est ça qu'elle voulait dire avec ça. Et je pense je pense qu'on est déjà vraiment loin d'avoir un coussin ou de penser à avoir un coussin. Donc, oui, il y a ça sur la dette. Ça, on parle du déficit puis de la dette du gouvernement. Oui. L'autre donnée que je pense c'est assez inquiétant pour le Canada, c'est la dette des ménages comparée à le PIB du pays. Donc, si on compare la dette, on cumule la dette de tous les ménages comparé au PIB du Canada, on est à 180%. Ça, c'est beaucoup plus élevé que, par exemple, les États-Unis ou l'Allemagne ou l'Angleterre, les autres pays riches. Ça dit encore une fois, c'est qu'on disait en avant, que ça va être comme les ménages, ils ont vraiment de la difficulté à mettre de l'argent à côté pour arriver à avoir une certaine stabilité. Et à long terme, ça va être vraiment un gros problème. C'est de plus en plus. Donc, c'est ça. Je ne suis pas aussi sanguin sur la dette des ménages, largement pour deux raisons. Un, l'espérance de vie augmente et le taux de participation au travail à des âges avancés augmente. Donc, ce n'est pas tant le PIB qui est le bon dénominateur pour la dette que les ménages ont, c'est davantage je ne sais pas comment dire en français, lifetime income qui devrait être ça. Et comme nos vies sont plus longues, on a des vies on n'est plus incapable de travailler à 50 ans parce que nos métiers nous cassent en deux. On est capable de travailler plus longtemps.
le bon dénominateur, c'est beaucoup plus le revenu que les gens peuvent s'attendre sur l'entièreté d'une vie. Et ça, c'est peut-être un des facteurs pourquoi la dette des ménages augmente. La partie où est-ce que je pourrais comprendre une inquiétude, c'est que la dette, c'est une somme de toutes les dettes. Le gouvernement en fait une partie. S'il y a défaut d'un gouvernement ou une série de crises fiscales qui se multiplient, dans les actifs de certaines institutions, il y a des titres obligataires du gouvernement et ça peut créer une cascade de mauvaises réactions puisque dans le livre de compte des institutions financières et des individus, il y a des actifs, mais qui sont en réalité des dettes de d'autres gouvernements. Mm-hmm. Et là, le niveau de dette privée relativement à la dette publique peut avoir un rôle, mais je sais pas, c'est l'interaction entre les deux que je pense qui devrait être inquiétante, beaucoup plus que son niveau. Mais la solution, vraiment, c'est soit de générer, puis ça, c'est quand on parle d'austérité. Puis ça, au Québec, je pense qu'on est complètement, absolument ridicule à l'égard de ça. L'austérité, c'est une bonne chose qui est pénible, mais ultimement une bonne chose. Il faut réduire les dépenses publiques. Et souvent, une des manières d'adoucir la chose, c'est qu'il n'y a aucun programme de réduction des dépenses publiques qui est facile. Mais la manière d'adoucir la chose, c'est de libéraliser à côté, d'enlever des restrictions qu'on a sur l'offre pour que l'économie puisse justement s'ajuster. Quand on fait cette combinaison des deux choses ensemble, on a un retour à l'équilibre budgétaire qui est beaucoup plus facile, on a une sustainability qui est supérieure, mais en même temps, on réduit le problème finalement de la dette privée que les gens ont parce que leurs actifs à eux vont pouvoir augmenter davantage, ils vont pouvoir créer davantage d'entreprises, davantage d'investissements, davantage d'actifs. Et donc, dans ce cas-ci, on minimise le problème. Il n'y a pas de solution magique. Une réduction des dépenses publiques accompagnée de politiques qui ouvre l'économie à la concurrence, il n'y a rien d'autre là, sur la table que ces deux options-là qui doivent être mises ensemble. Oui, juste pour ajouter à ça, c'est vrai que sur le premier point, c'est vrai que le PIB, c'est pas peut-être le meilleur dénominateur là-dedans quand on parle de la dette, mais c'est vrai que l'espérance de vie, ça augmente, mais si la productivité ça baisse, le reste bas. Donc, puis aussi, le fait que l'expérience de vie, ça augmente, ça pose toutes sortes de questions sur le système de santé, sur les dépenses de l'État. La qualité de vie aussi. Les gens, l'espérance de vie, c'est une chose, mais la vie en santé, là, on a de plus en plus de gens qui ont des maladies chroniques. Il y a quand même des chiffres aussi qui sont peut-être ambigus là, sur ça. Je ne veux pas trop diverger de où est-ce qu'on a, mais on a des mesures qui s'appellent DALY and HALY, so Disability Adjusted Life Expectancy and Health Adjusted Life Expectancy. Ces deux mesures-là continuent d'augmenter, tant si on regarde à n'importe quel moment ou qu'on suit des cohortes à travers le temps. Donc, on suit les gens qui sont nés en 1960 ou 1970. Il ne faut pas se mentir. Là. Je sais qu'il y a des manières d'être pessimiste, mais on n'est pas pessimiste tant que ça sur les niveaux ou même sur la tendance, parce qu'il y a quand même des choses qui continuent de s'améliorer. Ce qui est pessimiste, c'est qu'on est nettement en dessous du potentiel qu'on a déjà observé, qu'on aurait pu atteindre, étant donné la vitesse à laquelle, dans le passé, les choses pouvaient s'améliorer. Mais sur les deux dimensions de santé que je viens de vous mentionner, les améliorations continuent. Okay. La qualité de vie d'un 60 ans aujourd'hui, d'un 70 ans, est galaxies ahead. Où est-ce que c'était, il y a, disons, à peine 30 ans. Donc, faut pas diminuer ces réalisations-là. Donc, ils sont capables de travailler encore. C'est ça qu'on se dit. C'est pas tant ça le point, c'est qu'en fait, c'est que maintenant, les gens ont le choix de pouvoir travailler. Donc, avant, quand on regarde le processus de vieillissement des populations, quand les gens rejoignaient un certain âge, le corps n'était juste plus capable de suivre. L'option de travailler n'était plus présente. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des gens qui s'auto-sélectionnent ils veulent continuer de travailler, pas à la même intensité, pas à la même vitesse, pas dans les mêmes métiers, mais ils veulent continuer d'être occupés, alors que d'autres décident de se sélectionner dans un arrêt complet. Ce choix-là n'existait pas il y a à peine 50 ans. Les gens finissaient leur métier, ils étaient
physiquement épuisé. Aujourd'hui, c'est un choix de pouvoir travailler plus longtemps. La nature du travail a changé aussi. Exactement. Ouais. Je vous amène ailleurs, peut-être plus du côté du Québec, pour parler de la stratégie industrielle. Donc, ça a été quand même un gros morceau. Là, on a parlé de Paris, les paris de Nordvolt. Donc, je veux vous entendre, dans le fond, par rapport à cette stratégie-là, qu'on pourrait quand même dire qui est assez agressive. Là, il semble y avoir des sons de cloche un petit peu plus à l'effet que peut-être qu'on devrait revoir cette stratégie-là. Puis, si vous n'êtes pas d'accord avec la stratégie, peut-être nous préciser quelle autre meilleure façon d'atteindre nos objectifs, dans le fond, pourrait être mis de l'avant. Je vais t'essayer d'y aller, j'ai parlé beaucoup. Là, donc non, mais c'est correct. I want to hug the microphone. Non, en plus, sur ça, on a vu des nouvelles hier, en fait, où dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sont en train de faire une enquête sur les dépenses puis les prêts du gouvernement du Québec. Moi, là-dedans, j'ai comme deux différentes perspectives. Il y a une partie, comme traditionnellement, on dirait, je dirais dans les derniers 30 ans, peut-être les économistes, puis en général, on était vraiment pas optimistes sur la possibilité des gouvernements dans les pays riches de pouvoir faire de la politique industrielle efficace pour toutes sortes de raisons. Et il y a maintenant, comme dans la recherche de l'économie et dans l'académie, un retour un peu de ces discours-là que peut-être on devrait y penser plus à comment faire de la politique industrielle qui marche. Sur ça, mais la politique industrielle, ça ne veut pas dire nécessairement la manufacture. C'est ça, je pense qu'on devrait repenser un peu ce que le Québec a fait, par exemple, dans le domaine de toute la filière des batteries électriques et tout ça. Je pense que ce n'est pas un mystère à un moment donné que ça est destiné à être vraiment comme lamentable comme résultat parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Norvolt, avec Lyon électrique. Et sur ça, je veux dire, je pense que c'est emblématique de quelque chose, de l'affaire que la manufacture comme... c'est clair qu'on a vu en décroissance, en déclin de la manufacture dans les derniers 40 ans, 50 ans. Et on pense souvent que c'est la faute à la Chine, puis à la concurrence qui vient de la Chine. Ça, c'est sur une partie de l'histoire. L'autre grosse partie de l'histoire, c'est le changement technologique. Donc, je veux dire que pour produire quelque chose dans la manufacture maintenant, pour produire $1 de produits finis, maintenant, ça prend beaucoup plus de capital, beaucoup moins de main-d'œuvre pour faire ça. Donc, il faut être conscient que si on veut faire de l'industrie au Québec, de la manufacture au Québec, ça ne va pas créer autant d'emplois avec des bonnes conditions de travail, surtout pour les gens qui n'ont pas un doctorat, je dirais. Ça ne va pas créer aussi des postes d'emploi pour ces gens-là. Ça va être extrêmement dispendieux parce que le capital est beaucoup plus important qu'auparavant avant. Donc, tout ça, ça me dit que peut-être... Et l'autre chose, c'est que je pense honnêtement que dans le domaine, par exemple, des batteries, on a déjà perdu si jamais a été une bataille avec la Chine, on a déjà perdu. En fait, l'affaire de Norvolt a été beaucoup sur l'affaire que les machines qu'ils voulaient utiliser, ça venait de la Chine. Puis, il y avait des problèmes. Finalement, ils ont dû amener des ingénieurs chinois pour essayer de régler le problème. Je parle de son établissement en Suède. Non? Ouais. Donc, je veux dire, ça, je trouve que il n'y a pas de couleur. Cette approche qu'on a vue de ramener les jobs de la manufacture, on l'a vu avec Biden, on l'a vu ici au Québec, d'essayer ça. Beaucoup de discours de Trump, c'est aussi sur ça. En Europe, il y a aussi ces discours-là. Et donc, je suis quand même pas partante de faire une politique industrielle qui soit beaucoup concentrée sur la manufacture. Il y a des choses qu'on pourrait faire si on pense à ce secteur où les pays riches maintenant sont plus capables de générer de valeur ajoutée, comme par exemple du tech, du tech surtout, je dirais ça en premier, parce qu'on a vu par exemple que les États-Unis, ce que disait Vincent en avant, que les États-Unis, ils vont plus vite, puis le Canada et les autres pays riches aussi, ils ralentissent. Une des grosses différences, c'est l'importance du secteur technologique dans les États-Unis. Si on prend comme les 5 premiers
compagnies de tech. Il y en a 4 à l'Europe, 2 au Canada. Le reste sont toutes dans les États-Unis. Et je pense qu'il y a une relation là-dedans. C'est pas une étude formelle que j'ai faite. Donc, c'est ça. L'enjeu, c'est d'identifier ce secteur-là, je pense, où vraiment on pourrait encore avoir une chance de faire de l'excellence, de faire de gros valeur ajoutée, de créer des postes d'emploi aussi qui ne soient pas juste des ingénieurs avec un doctorat, mais soient aussi des gens qui n'ont pas fait ça. Donc, c'est ça. OK, merci. Moi, je suis absolument beaucoup plus radical sur ça. Je ne pense pas que l'État doit avoir une politique industrielle. Ce n'est pas dans les missions fondamentales de l'État si ce qu'on veut, c'est une société plus prospère. Le rôle de l'État, c'est de faire les choses suivantes. C'est la gestion de ce qu'on appelle les biens publics, la gestion des externalités et la production du minimum de sécurité. Le nobeliste James Buchanan parlait de ça comme il y a 3 États. Il y a l'État prédateur, qui est celui qu'on ne veut pas avoir. C'est une dictature. C'est le roi cherche à extraire le plus possible. Il y a l'État redistributeur qui n'est pas nécessairement bon parce que ce qu'il fait, c'est qu'il essaye prédateur et redistributeur est à peu près la même chose. Donc, il essaye de se donner, de redistribuer vers des groupes d'intérêt. C'est un État qui génère moins de richesse. Il y a l'État protecteur qui fait uniquement l'espèce de vision Night Watchman. L'État fait juste faire la justice et c'est tout. Et il y a l'État producteur. Et ça, c'est l'État qu'on voudrait vouloir avoir. L'État prend en charge certaines choses qui permettent au marché d'avoir plus de place. Et là, on peut penser à des choses comme, oui, bien sûr, la police, la justice, les cours, mais on peut penser aussi à, par exemple, on peut revenir à des exemples du 19e siècle, un régime de cadastre qui est très clair pour qu'on comprenne, pour définir où sont les droits de propriété. Un régime d'inspection des exportations pour régler des problèmes de ce qu'on appelle d'asymétrie d'information, de produire des biens publics comme les phares ou des systèmes de combat à la malaria si on est dans un environnement à maladie contagieuse. Donc, que l'État se concentre sur les choses que le marché n'est pas capable de faire et ce faisant, créer de la valeur et les marchés peuvent s'étendre à cause que l'État s'occupe des choses qu'il est capable de faire. La politique industrielle ne rentre dans aucune de ces catégories-là. La politique industrielle, souvent, il y a une tentative de justifier ça en disant ben, peut-être on peut trouver un secteur à haute innovation, après ça, il va y avoir des débordements pour d'autres secteurs. Quand on fait, les gens qui trouvent des cas comme ça, ils en trouvent, il y en a. Mais une horloge brisée a raison 2 fois par jour. Un cochon aveugle finit par trouver une noix dans une soue à cochon. C'est pas nécessairement une réussite en soi de souligner les cas à réussite. La règle, c'est que quand l'État établit une politique industrielle, il n'a pas les capacités d'identifier. Il peut uniquement utiliser son rétroviseur pour regarder qu'est-ce qui a été fait. Et le rétroviseur, c'est pas du tout une indication de où est-ce qu'on s'en va. Et l'innovation, ne peut pas être vue dans le rétroviseur. Et c'est très difficile pour les États de faire ça pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des incitations politiques qui peuvent être en conflit avec ce qui représente l'intérêt collectif. Et là, les politiciens peuvent essayer de choisir d'agir de manière qui n'est pas alignée avec l'intérêt commun. Mais il y a aussi la partie la plus simple, c'est qu'une fois que l'État a annoncé qu'il faisait ça, bien, les entrepreneurs qui vont essayer de demander l'aide de l'État ne sont pas ceux qui sont les innovateurs, c'est ceux qui ont, parmi tous les entrepreneurs, des caractéristiques qui leur permettent de se connecter aux politiciens. Et ça, c'est ce qu'on appelle la recherche de rente. Parmi les économistes, la recherche de rente, c'est qu'on essaie de créer un environnement de politique publique où les privilèges que l'État donne sont distribués vers ceux qui sont capables de les acquérir, mais ce n'est pas en soi un bénéfice social, c'est qu'un réarrangement de la chose. Et au fur et à mesure que d'autres entreprises voient les surprofits qui viennent de la recherche de rente, eux aussi le font. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une course, un entrepreneur qui est improductif ou qui fait juste essayer de se battre pour réarranger des ressources au lieu d'essayer de créer des innovations. C'est pour ça qu'au Québec, quand vous regardez la liste des innovateurs qui a été mentionnée, ce que Lion Électrique, Nordvolt ou des ancêtres comme Tricofil ou Sidbec ou Sucre Québec, on a oublié qu'il a existé, ou Madlipêche, c'était toutes des sociétés où est-ce que les gens avaient des proches connexions au domaine politique et avaient, contrairement à d'autres entrepreneurs, une capacité d'accès à l'univers politique. Et ils dépensaient des ressources phénoménales pour essayer de sécuriser des privilèges, des bénéfices qui ne sont pas ceux de l'innovation, de la compétition. Une vraie politique industrielle, quand je dis il n'en faut pas, c'est l'absence. Ça veut dire on doit avoir
des dépenses publiques qui sont égales aux missions qu'on doit vraiment financer, les biens publics, la gestion des externalités, des choses comme des trucs environnementaux et cours, justice, police, l'essentiel, avoir donc des taxes les plus basses possibles avec ça, pour, après ça, moins de réglementation possible aussi, ce petit État qui est plus optimal, qui est beaucoup plus petit que ce qui serait au Québec. Ça ne veut pas dire pas d'État, mais un État beaucoup plus petit que ce qu'on a au Québec. Ça nous permet d'avoir un environnement dans lequel les entrepreneurs peuvent essayer. Les entrepreneurs ont plus de profits s'ils essayent. Ils ont des droits de propriété bien sécurisés. Ils sont assurés de pouvoir profiter des fruits de leurs efforts s'ils les déploient. Et quand on regarde, puis ce que je peux vous citer comme citation, c'est qu'il y a une littérature qui utilise ce qu'on appelle les indices de liberté économique, qui ont des dimensions sur est-ce que l'État se rapproche de ses missions fondamentales? Est-ce qu'il protège les droits de propriété? Est-ce qu'il réglemente trop? Est-ce qu'il réglemente trop peu? Est-ce qu'il protège les droits de propriété? Est-ce qu'il est ouvert au commerce international? Est-ce que la politique monétaire fait que l'inflation est stable? Quand on regarde ça, les déterminants de la recherche et le développement, on n'est pas capable de prédire quel type de recherche et développement se fait. C'est dans les pays qui ont les plus hauts niveaux de liberté économique qu'on trouve les plus hauts niveaux d'innovation, d'entrepreneuriat et de croissance de la productivité dans le long terme. Donc, ce qu'on veut, c'est que le ministre de l'Industrie soit au chômage, que le ministre du Développement économique, c'est le chômage le plus optimal qu'on peut avoir. Ce ministère-là ne devrait pas exister. L'Investissement Québec ne devrait pas exister. C'est vraiment d'avoir une politique permissive le plus possible dans la mesure qu'on garde sous condition l'État qui est l'État optimal, si on veut. Mm. Je pense que vous êtes en train de voir comme les deux points de vue, je pense, là-dedans. Je suis plus libéral. Oui. Non, mais la moyenne des économies. Non, mais je trouve que c'est un débat intéressant quand même parce que dans le domaine de l'académie, il y a ces mêmes débats dans ces jours-là parce qu'il y a des gens qui... Je pense que la vision dominante, c'est encore celle-là de Vincent, en fait. Mais il y a comme des voix... En théorie, peut-être, du moins, oui. Oui, il y a eu, c'est ça l'affaire, qu'il y a eu vraiment un détachement sur ce domaine-là, il y a eu vraiment un détachement entre l'académie et la théorie économique qui disait toutes les choses que Vincent il dit, mais après, les gouvernements, au jour, ils continuaient à faire ces choix, et ils faisaient ces choix-là beaucoup de temps sans aucune guidance, parce que, comme d'un point de vue théorique, on avait dit qu'on ne fait pas ça. C'est fini. Non? Donc, je ne sais pas c'est quoi le meilleur du monde. Maintenant, si, comme je dis, il y a plusieurs voix qui disent que peut-être, oui, l'État, il se trompe dans la politique industrielle. Ce n'est pas nécessairement qu'il se trompe plus dans la politique industrielle que dans des autres domaines. On parle d'externalités. C'est sûr qu'il y a plus d'externalités dans l'éducation, dans la santé, mais il y en a aussi dans la politique industrielle. C'est sûr que quand on regarde, hier, je veux lire la liste des entreprises qui ont été comme subventionnées, financées. Oui. Entre les premiers, il y a la compagnie de sécurité comme GuardAward. C'est sûr que là, tu es comme... Oui, pourquoi? Ça va bien Parce déjà. Que c'est sûr que ça, c'est un secteur avec zéro stratégique, zéro externalité. Je veux dire, il crée des emplois qui ne sont pas vraiment avec une bonne condition de travail. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait les économistes? On continue à dire on ne fait pas ça, puis l'État continue à faire ça, il continue à faire n'importe quoi. Soit on essaye de guider un peu. Ouais. Mais je comprends qu'on ne va pas décider ça. Maintenant. Non, mais en fait, je vais essayer d'être très généreux. C'est très fréquent qu'entre économistes, voici le débat dans la place publique, voici l'intervalle où 95% des opinions dans la place publique va être. Oui. Et souvent, les gens pensent que c'est la même fenêtre entre économistes, alors qu'en réalité, entre économistes, peu importe où est-ce que c'est centré, c'est sur des nuances qui sont beaucoup plus précises. Donc, la fenêtre n'est pas si grande que ça. On ne va pas utiliser des modèles très différents, on ne va pas utiliser des choses très différentes. Je pense que sur le débat qu'il y a entre économistes, parce qu'il y en a un, je dirais que oui, ma position était peut-être plus populaire il y a 20 ans qu'elle ne l'est maintenant, mais il y a une prémisse qui, je pense, diffère entre les deux. C'est que, par exemple, des gens comme Danny Roderick, puis je pense que Francesco, je vais te mettre dans ce groupe-là, puis c'est pas... Si ça apparaît comme cruel, ce que je veux dire, c'est pas l'objectif, parce que je suis en train de le dire on the spot pour la première fois, c'est qu'il y a des gens qui cherchent les cas à réussite, et moi, je dis qu'il y en a très peu,
mais qui essaie de dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces cas à réussite et est-ce qu'on peut les généraliser. Et c'est un exercice, je pense, de bonne foi, de dire qu'est-ce qu'on peut prendre des quelques cas où l'horloge a eu raison 2 fois par jour, où le cochon a trouvé la noix dans la soupe à cochon. Est-ce que c'est juste mécanique comme moi je le dis, ou est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on peut généraliser? Je pense que c'est mécanique. Je pense que toi, tu dis qu'on peut trouver des manières de généraliser. C'est un débat qui est beaucoup plus précis que ce qu'on se retrouve dans la discussion. Ouais. Parce que dans la discussion, c'est pas ça qui est présenté présentement. La discussion publique est beaucoup plus large que celle entre économistes, de dire qu'est-ce qu'on peut apprendre des cas, disons, les cas qui sont souvent mentionnés de politique industrielle qui ont réussi, Singapour, Corée du Sud, c'est les 2 numéro 1. Et ils vont dire qu'est-ce qu'on peut apprendre de eux. Et dans ce cas-ci, là, la discussion devient beaucoup plus circonspecte, beaucoup plus limitée, mais c'est pas celle qui est dans la sphère publique. Si on pouvait essayer au moins de faire comprendre que c'est ça la conversation qu'il y a entre les gens qui étudient ça, ça serait beaucoup plus facile au moins d'après ça de relier nos conversations avec celles qui sont dans la sphère publique, parce qu'au moins les deux seraient juxtaposés l'une sur l'autre avec une symétrie parfaite. Oui, je peux ajouter quelque chose, c'est aussi que 2 choses. La première, c'est que c'est vrai, c'est que tu dis que c'est difficile à avoir cette expérience puis à dire oui, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire ou non. Mais c'est ça comment la politique, c'est fait basée sur le passé de quelque façon. Non? En tous les domaines, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est déjà passé. Ça, c'est vrai, pas juste dans la politique sociale, mais dans tous les domaines. Donc, il va voir ça un peu toujours, je pense. Mais je pense que ce que je prends de cette conversation-là, c'est qu'il y a aussi quelqu'un qui a dit ça avant, c'est comme un service vraiment grand que les économistes pourraient faire au gouvernement, c'est beaucoup de temps juste dire quoi pas faire au lieu de quoi faire. Non? Ouais. Donc, par exemple, manufacture, batterie, les deux, on est d'accord que, je pense, qu'on ne devrait pas être là-dessus. Ouais. Tu présumes très bien. Et ce débat-là, c'est réfléchi aussi dans l'affaire que souvent, s'il y a des économistes ailleurs qui ont des positions comme vraiment précises, vraiment, pas précis, mais je dirais pas avec beaucoup de nuances, il faut toujours comme être un peu suspicious. Parce que la réponse des économistes plus sérieux, je pense, à n'importe quelle question, c'est ça dépend. Ouais. Parce qu'il y a toujours comme des nuances, des choses. On voit dans les médias, surtout, on voit que les voix des économistes qui sont représentées, on n'a pas beaucoup de « ça dépend ». Et ça, c'est les choses qui, après, arrivent dans les bureaux des politiciens, des ministères. Et... En même temps, comme politicien, il faut trancher à un moment. Fait que ça dépend, oui, mais il faut se décider. Puis je pense qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais on n'est pas en vase clos. Fait que j'imagine, enfin, je présume que la stratégie industrielle se base aussi sur ce que les voisins font, parce que les politiciens, on le sait, regardent ailleurs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu le fait que si nos voisins, même si les États-Unis vont donner des subventions et tout, on n'a comme pas le choix de suivre? J'ai jamais accepté cette prémisse-là. Donc, premier commentaire, oui, il faut dire aux politiciens quoi ne... quand c'est clair. Si, disons, une bonne règle, c'est que si 95% des économistes sont d'accord sur une affirmation, il y a des bonnes chances que ça soit pas une bonne idée. Comme le 250 $ qui était promis, là. Oui, mais souvent, l'exemple classique, c'est le contrôle des loyers. C'est celui-là que dans toutes les enquêtes, on demande aux économistes qu'est-ce que vous pensez de ça. Vous commandez des majorités. Après ça, quand vous embarquez sur des trucs comme politique macro, vous allez avoir le rôle des banques centrales. Là, ça va devenir plus divisé. Mais généralement, quand on se rapproche du truc, comme disons, à un extrême, le débat sur les politiques monétaires et à un autre extrême, le débat sur le contrôle des loyers, plus vous êtes proche du contrôle, plus vous vous rapprochez de quelque chose qui ressemble au contrôle des loyers, c'est une bonne règle de rule of thumb de juste écouter le propos. Mais par contre, je dirais que quand on dit qu'on veut parler aux politiques, je mettrais une chose importante sur la table pour comprendre où est-ce que la ligne doit être tracée, c'est que c'est pas notre rôle comme économiste de dire aux politiciens quoi faire. Et là, je vais citer Milton Friedman, c'est l'espoir d'un fou
d'espérer avoir le bon joueur qui fait la bonne chose. Tous nos espoirs devraient être remis dans un système de règles et d'incitation, de contraintes politiques qui font en sorte que tous nos espoirs sont mis dans un système que même le pire joueur possible se sente que les incitations le poussent à faire la bonne chose. Et ça, c'est la chose que je pense qui est plus importante. Et c'est là que, par exemple, moi, je vois mon rôle comme économiste, c'est de parler au grand public des idées économiques en général, mais aussi de l'importance de certaines caractéristiques de la démocratie libérale, comme justement le système de garde-fous qui nous évite toutes les tentations que le politique peut amener, où est-ce qu'on peut créer le grand divorce entre l'intérêt commun et l'intérêt propre des politiciens. Donc ça, je voulais vraiment réussir à glisser ça discrètement. Non, oui, en même temps, il y a des gens qui font des choix dans le gouvernement. Donc, ça serait important d'être capable de dire quelque chose sur ces choix-là. Ouais. Et donc, j'écoutais, il y avait un podcast avec le ministre de State de Regulation de l'Argentine, qui sont en train de faire, là-bas, sont en train de faire un expériment vraiment, vraiment intéressant. Surtout pour nous qu'on n'est pas là. Mais je veux dire, le ministre, ça commence avec une anecdote que je pense est très liée à ce qu'on parle, parce qu'il disait comme, OK, j'étais dans le gouvernement, on avait passé avec des économistes 6 heures de réunion à décider si on faisait soit A ou B. Puis le jour après, on avait décidé de faire A. Le jour après, on ouvre le journal, ils avaient décidé de faire B. Et donc, il disait, mais pourquoi? Ben, il y avait juste un avocat qui avait déjà le papier prêt avec tout écrit avec la B. Donc, c'était ça. Donc, c'est ça. Beaucoup de fois, les choix sont faits parce qu'il y a un mémo déjà prêt qui est fait dans le format qui est utile dans ces moments-là. Donc, il ne faut pas oublier que beaucoup des choix sont faits chaque jour et sont faits d'une façon qu'on pourrait dire quelque chose sur ça. C'est de là que vient mon tendance à dire on devrait s'intéresser plus parce que de toute façon, il y a des décisions qui sont prises. Vice-versa, je pense que les politiciens aussi pourraient demander l'avis. Tu sais, je pense que ça va dans les deux sens. Ça pourrait être aussi les politiciens qui décident de se renseigner, d'aller cogner aux portes des experts en économie, mais bon. On pourrait en parler longtemps. J'aimerais vous entendre quant à la productivité. On entend beaucoup qu'on traverse une crise de la productivité. Vous avez évoqué peut-être tous les deux là, un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a bel et bien une crise? Et si oui, quelles mesures pourrait-on mettre en place pour améliorer la productivité sans compromettre les acquis sociaux? Moi, je soulignerais des exemples historiques. Le Canada, les États-Unis ont déjà soutenu. Tantôt, je mentionnais un concept qui s'appelle la productivité multifactorielle, qui est l'idée à quel point on est capable de mélanger travail, capital, mais aussi n'importe quelle ressource qui est nécessaire pour produire quelque chose, produire de la valeur pour les consommateurs ultimement. Comment est-ce qu'on est capable de toutes les mélanger très efficacement? Et on a des épisodes dans l'histoire que le Canada était capable d'avoir du 2 % et plus par année. 2 % et plus de cette croissance d'efficacité, c'est incroyable. Ça veut dire que juste par les gains d'efficacité, à tous les 36 ans, notre revenu va doubler. Et il y a des raisons de croire que quand on regarde ces estimés historiques, ils sont probablement estimés trop bas. Donc, ils sont peut-être même plus proches que de 2,5, ce qui voudrait dire beaucoup plus proche de à peu près tous les 28-30 ans, notre revenu double juste par des gains d'efficacité. Le potentiel créatif qui est présentement existant est tellement grand que la déception qu'il y a à l'égard de la productivité, c'est pas tant qu'elle n'augmente pas beaucoup, c'est qu'on sait la capacité de recombinaison que les gens pourraient avoir, de mélanger des idées ensemble pour mieux utiliser le travail, mieux utiliser le capital, de minimiser les usages de un, de mieux utiliser les usages de l'autre et arriver à la fin à des gains de productivité comme ça. Mais présentement, et là, c'est l'aspect libéral de moi qui ressort, quand on regarde la littérature sur les coûts de la réglementation, c'est pour ça que je dis que c'est mieux de ne pas avoir une politique industrielle autre que de reconsidérer qu'est-ce que l'État devrait vraiment faire, bien, un inventaire de toutes les réglementations qui existent et de dire est-ce que celle-là répond vraiment à des cas standards de protection du consommateur
ou est-ce que ça rencontre même une analyse coût-bénéfice de base? On a plusieurs réglementations qui sont en fait conçues pour les choses suivantes. Sont conçues pour réduire l'entrée de d'autres entreprises dans le marché. Sont conçues pour limiter la concurrence étrangère. Ils sont conçus pour limiter la compétition de d'autres secteurs qui pourraient produire des biens substituts. Et quand on regarde le résultat cumulatif de ça, parce qu'on a des études qui essayent de le faire, c'est le gros du ralentissement de la croissance de productivité relativement au potentiel qui est expliqué. Les taxes ont un effet, oui, mais la réglementation est beaucoup plus coûteuse que les taxes et on a des exemples de ça. Et là, c'est là que le libéral en moi est un peu fâché de devoir citer ça. Mais des pays comme la Suède, le Danemark sont des économies avec des États-providence très, très lourds, des niveaux de taxation très élevés. Mais ce sont aussi des économies très peu réglementées, qui ont une grande ouverture au commerce international, qui mettent peu de barrières aux importations, peu de barrières aux exportateurs. Et le résultat, c'est qu'ils sont capables de maintenir des taux de croissance très, très élevés en dépit de taux de taxation élevés. Et le point que ça devrait faire souligner, ça, c'est que le vrai fardeau pour des économies comme le Canada, l'Irlande, les États-Unis, l'Australie, ce n'est pas la taille de l'État en termes de dépenses, mais la taille de l'État en termes du scope réglementaire qui est fait. Et ça, c'est probablement la chose qu'il faudrait mettre de l'avant, de prendre un inventaire des réglementations, d'établir des sunset clauses et de faire un examen réglementaire continu pour voir si des réglementations qui étaient pertinentes dans le passé ne le sont plus aujourd'hui, ou celles qui sont aujourd'hui, est-ce qu'elles sont même capables de rencontrer certains critères de base? Si elles ne le font pas, on les enlève. 100%, le sunset clause, juste pour les gens qui ne sauraient pas, c'est juste comme une date de péremption qu'on met d'emblée dans notre réglementation en fait, pour la réviser au besoin? Oui, plus ou moins, mais il y a un détail additionnel, c'est que la Chambre doit se reprononcer par vote nominal pour justement revoter la réglementation. Si la Chambre juge après évaluation, on veut le garder quand même, mais il faut qu'ils votent au vote nominal. Donc, ils doivent prendre du temps pour revoter la réglementation et donc, ça doit revenir à l'agenda. Il y a d'autres bénéfices de ça, c'est que ça fait en sorte qu'on garde le nombre de réglementations plus bas parce que la Chambre a un temps limité. Et donc, quand tantôt, je disais, par exemple, que nos espoirs devraient être mis dans des règles, des normes crépusculaires ont cet effet-là de faire de séparer le blé de l'ivraie, mais en même temps aussi d'éviter qu'on en ait trop d'ivraie pour commencer. Oui, non, je suis d'accord en général avec Vincent. L'enjeu de la productivité, c'est clairement central parce que on parlait avant de la dette, puis en fait, ça, c'est le dénominateur de ce qu'on parlait. Donc, comme Vincent disait, la Suède, il y a des pays qui ont un État vraiment présent, puis il y a beaucoup de taxation, mais si tu es capable de faire bouger le dénominateur d'une façon importante, ça change le scénario. Et c'est aussi important de faire cette différence parce que souvent dans les journaux, la mesure de productivité qu'on parle, c'est la valeur créée par heure travaillée. Mais ça pourrait être pas une mesure vraiment appropriée pour beaucoup de raisons. C'est la productivité totale des facteurs, de ce que parlait Vincent, c'est vraiment ce que les économistes regardent. Et là, il y a une étude vraiment intéressante, je pense, des économistes de l'Université McMaster. Eux autres, ça, c'était avant de la COVID, ça pourrait changer, mais ces études, ce qu'elles montrent, c'est que beaucoup de problèmes de productivité du Canada, ça vient du secteur du pétrole. Parce qu'en effet, on a beaucoup de capital dans un secteur où la productivité est vraiment en train de baisser. C'est un secteur avec pas beaucoup de potentiel, avec pas beaucoup de futur. Donc, ça semble qu'une grosse partie du problème de productivité du Canada vient de ce secteur-là, de toutes les ressources qu'on continue à dédier à ce secteur-là. Mais il y a certainement aussi des autres problèmes de régulation. Avec ça vient notre gros problème de l'économie canadienne, c'est la manque de concurrence dans plusieurs secteurs, au Québec aussi. Je lisais que, par exemple, comme un Canadien sur deux fait son épicerie dans quelques épiceries qui est propriétaire du groupe Loblaws. Ouais. Donc ça, c'est 1 sur 2, c'est vraiment inquiétant comme données. Sur la réglementation et surtout sur comment
favoriser la concurrence, parce qu'avec la concurrence, ça vient recherche, développement, ça vient investissement dans l'innovation, toutes les choses que Vicente disait. Je pense que ça serait vraiment important de penser à ces choses-là. Je rajouterais quelque chose sur ça pour donner une ampleur de à quel point l'économie canadienne est protégée de la concurrence, et on ne sait pas à quel point. Il y a 4 types de réglementations qui existent. Il y a ceux qui existent au fédéral, dans plusieurs industries, comme par exemple les télécommunications, l'aviation, des règles de cabotage. Donc, les compagnies aériennes peuvent pas offrir, qui sont étrangères, ne peuvent pas offrir des services entre des villes canadiennes, peuvent offrir des destinations si un des 2 ports n'est pas canadien, mais sinon des vols domestiques pas étrangers. Télécommunications, il y a des trucs similaires, transport maritime, des choses similaires, secteur minier, secteur de la radiodiffusion, de la télédiffusion. Après ça, ajouter les monopoles d'État. On n'a pas le droit de faire concurrence à un monopole d'État, c'est dans le nom. Il y a souvent des systèmes de licences qui existent. Donc, ça existe, par exemple, pour les autobus à l'intérieur du Québec. Il y a des lignes réglementées qui ne sont pas le droit d'entrée de compagnies ou même de services substituts. Et vous faites le cumul de ça en pourcentage de l'économie de ces industries-là. Ce qu'on arrive, c'est 35 % de l'économie canadienne est protégée par au moins une de ces types de réglementations-là. Et toutes ces réglementations-là ont pour but de réduire la concurrence directement. Elles sont explicitement écrites comme ça. C'est pas qu'il y a des réglementations qui n'ont pas pour but de faire ça, mais qu'elles ont indirectement, accessoirement cet effet-là. Mais ici, ce qu'on a, c'est la réglementation explicitement cherche à réduire la concurrence. Et on parle de 35 % de l'économie canadienne qui est protégée directement de la concurrence. C'est $1 sur 3 que ce qu'on dépense, si j'arrondis un peu. C'est pas négligeable. Et c'est des secteurs qui sont assez importants pour d'autres secteurs aussi. Réduire le coût des télécommunications, ça réduit le coût des services de plusieurs autres firmes. Et il ne faut pas sous-estimer à quel point au Canada, notre problème de productivité est en fait uniquement le symptôme d'une crise réglementaire où est-ce qu'on a fait beaucoup de choses qui sont délibérément conçues pour réduire la concurrence. Oui, juste pour dire comme ça, comment ça touche vraiment madame, monsieur, tout le monde. Moi, avant de déménager au Québec en 2015, j'habitais à l'Espagne. Et je payais comme $15 par mois pour mon téléphone. Je buvais du vin rouge à 3 € et du fromage à même 3 €. J'ai déménagé ici, c'était complètement le choc pour moi parce que ces 3 choses-là, c'était tellement cher. Et là, on voit le monopole d'État sur l'alcool, les télécommunications, la marque de concurrence de la communication et les tarifs pour protéger l'industrie des produits laitiers du Québec. Donc là, vraiment, on voit vraiment de l'épicerie du monde qui fait à tous les jours. Non? Oui. C'est vraiment emblématique, je trouve, de tout ça. 100%. Je vois que le temps file. Je pense qu'on va avoir le temps. On avait un gros programme, mais on va terminer sur pas rien, quand même un gros morceau, mais le modèle québécois. Donc, on voit poindre un peu les limites du modèle québécois. C'est souvent présenté comme une voie intermédiaire entre le libéralisme, le socialisme. Est-ce que c'est toujours viable, selon vous, dans le contexte mondial en mutation rapide et avec l'état des finances publiques actuelles? Francesco, tu me laisses-tu y aller avant? Parce que ça, c'est ma dalle. Donc, ça fait plusieurs années que j'écris sur ça et il y a une mythologie qui est complètement inappropriée à l'égard du modèle québécois. Donc, toute part de la Révolution tranquille. L'idée, c'est que la Révolution tranquille aurait permis un rattrapage socio-économique du Québec sans ça, ça ne serait pas produit. J'ai plusieurs articles dans lesquels j'ai montré que non, le Québec avait déjà commencé son rattrapage bien avant la Révolution tranquille. En fait, l'histoire du Québec, si vous voulez prendre l'écart entre le Québec et l'Ontario comme l'indicateur de préférence, le Québec commence la Confédération à peu près 90 % du revenu de l'Ontario. Jusqu'à 1940, le Québec perd du terrain relativement à l'Ontario. Oui, on continue de croître, mais on croît beaucoup moins vite. Et la raison principale, c'est la mission de l'éducation que l'État n'a pas pris, notamment les lois sur l'instruction obligatoire. Le grand changement se produit dans les années 40, lorsqu'on introduit pour la première fois au Québec compulsory schooling laws, donc un âge obligatoire d'aller à l'école. Et on le voit déjà dans les premières générations affectées par ça. Eux ont complété leur rattrapage face aux anglophones du Québec, mais aussi les anglophones du reste du Canada. Eux ont complété leur rattrapage complètement. Il n'y a plus de différence salariale entre les deux, même peu avant l'adoption de la loi 101. Donc, le rattrapage s'est produit très rapidement et c'était uniquement un truc de capital humain. Et ça, c'était tout précédent la Révolution tranquille.
quand on regarde l'effet de la Révolution tranquille, donc la croissance exceptionnelle de l'État relativement au reste du Canada, parce qu'il faut comprendre qu'avant 1960, le Québec avait un des plus petits États au Canada, donc celui qui faisait le moins, et c'est celui qui est devenu qui faisait un de ceux qui faisait le plus. Quand on regarde l'effet de ça, on utilise des méthodes pour essayer de faire ça, et on réalise que ça n'a accéléré absolument rien. Ça n'a pas accéléré le PIB per capita, le PIB par ménage, le PIB par adulte équivalent, le PIB par travailleur. Ça n'a pas augmenté la vitesse de croissance des salaires. Ça a eu des effets très mineurs sur la santé. Mais vraiment, quand je dis mineur, on parle d'à peine 0,2 années de plus de vie. Pour le niveau de dépenses qui vient avec, c'est quand même assez impressionnant. La taille de l'État, c'est la seule chose qui a augmenté avec la Révolution tranquille. La taille de l'État a augmenté de manière permanente, mais c'est même pas la Révolution tranquille en soi qui l'explique, c'est les transferts fédéraux. C'est la même taille que les transferts fédéraux. Donc, l'effet causal qu'on trouve pour la Révolution tranquille est absolument assignable, en fait, à la naissance de la péréquation. Donc, le Québec, le modèle québécois, ce que c'est fondamentalement, c'est de surtaxer les autres provinces canadiennes, leur privant la chance de pouvoir fournir certains niveaux de biens publics et pour que le Québec puisse en fournir plus de lui et pour lui-même, mais les fournir très inefficacement parce qu'il n'y a eu aucun résultat différent de ce qu'on s'attendrait. Donc, le Québec, vraiment, le modèle québécois, c'est un flop de A à Z et c'est une mythologie politique qui doit être absolument jetée aux poubelles. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour un État-providence qui aide, qui cible, mais la mythologie autour de ça est largement concentrée pour défendre les groupes d'intérêt qui s'y sont incrustés, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit des groupes d'entreprises de ce qu'on appelle largement le Québec Inc. Ça serait beaucoup mieux de reconsidérer exactement comment est-ce qu'on fait l'État-providence au Québec, de dire que si on veut des services publics, ça ne veut pas dire de la provision publique, qu'on peut avoir du financement pour les écoles, mais que le financement aille aux parents, qu'on peut avoir un service de base en santé, mais d'avoir de la place pour de la concurrence, pour établir un système de contrôle des coûts, mais aussi des gains de qualité. Ou d'accès. Et d'accès. Donc, il faut ramener sur la table une manière complètement différente de penser à comment faire l'État-providence. Et ça veut dire toute la mythologie autour du modèle québécois doit être pris, mis au vidange, on doit mettre du gaz dans le vidange, on doit mettre une allumette dans la poubelle. Après ça, il faut prendre la poubelle, l'amener dans un dépotoir puis l'acheter là pour toujours. Beau programme. Wow! Ouais. Je suis très catégorique sur ça. Non, mais c'est sûr que vous voyez comme plus d'expertise par rapport à ça, parce que ça, c'est j'ai vu tes articles dans ce domaine-là, parce que ça m'intéressait beaucoup comme récent québécois, récent arrivé. Non, je pense que je sais pas si j'arrive à cette conclusion-là, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose avec que je vois que je suis d'accord avec, c'est que si on regarde comme les grandes transformations structurelles des économies avancées, ce qu'on a vu au Québec, au Canada, dans tous les pays riches, peut-être sauf les États-Unis dans les dernières années, on voit que tous ces pays-là sont pressés par les mêmes enjeux. Ça arrive un peu plus tôt pour certains pays, un peu plus tard pour des autres pays. Donc, ça te dit que, un peu comme disait Vincent, et peut-être le système québécois, peut-être qu'il y a, oui, il y a plus, on aime penser qu'il y a plus une attention à l'équité, moins une attention à l'égalité des chances, par exemple, toutes ces choses-là. Il y a des différences culturelles qu'on pense font partie des choses qu'au Québec, on fait de façon différente. Mais il y a des enjeux qui sont vraiment beaucoup plus grands que le Québec, que le Canada, même que les États-Unis. Et donc, de cette façon-là, je pense qu'on devrait penser à ces enjeux-là en pensant qu'on n'est pas dans un système que permet qu'on... Il n'y a pas de coussin, c'est ça que je veux dire. Donc, dans ce sens-là, je pense que le système Québec, comme tu disais, peut-être on a exagéré son rôle. Non? C'est ça. C'est l'autre affaire que je pensais c'était très intéressant, je pense qu'il faudrait penser vraiment, je trouve, au capital humain ici. Oui. Surtout la façon... comme il y a encore trop peu de gens qui finissent l'université au Québec. On a du décrochage. Du décrochage, tout ça.
avec les problèmes qu'on a parlé en avant, l'incapacité, ça va être de plus en plus difficile d'accéder à la propriété, accéder à l'accumulation de capital, avoir une stabilité financière. L'accumulation de capital humain, c'est une façon de vraiment comme attraper ce problème-là. Oui. Puis comme tu disais, dans le fond, c'est peut-être moins la révolution tranquille comme telle que l'éducation qui aurait changé la donne, dans le fond, pour le Québec. Donc, le grand rattrapage du Québec, c'est en 2 épisodes. C'est la loi sur l'instruction obligatoire de 1943 et l'extension de l'âge obligatoire en 1961 à 16 ans. Mm-hmm. C'est les 2 choses qui ont causé la plus grande partie du rattrapage. Et la raison, c'est qu'au Québec, on avait une économie où on avait 2 mondes parallèles, celui des anglophones, celui des anglophones. Et la seule manière de pouvoir se déplacer entre les 2, c'était que fallait apprendre l'anglais pour accéder, parce qu'il y a une chose le mécanisme est le suivant, c'est qu'il y a un agencement entre le travail et le capital. Mm-hmm. Dans le travail, dans moi, il y a comme personne, oui, j'ai des mains, mais j'ai aussi une manière de savoir comment les utiliser. Mais si j'ai plus de savoir de capital humain, bien, dans mon groupe, mon rendement, parce qu'avec une machine, va être plus grand, juste à cause de ça. Et donc, si ce que vous avez, c'est un groupe peu éduqué et un groupe très éduqué, bien, il va y avoir beaucoup d'inégalités entre les 2 groupes qui vont se faire parce que le capital va vouloir aller voir les travailleurs anglophones, va vouloir aller voir ceux qui ont plus de capital humain. Et tant qu'il y a une incapacité pour il y a un coût à apprendre l'anglais, à se déplacer dans l'autre secteur, ben vous allez avoir un écart entre les 2. Mm-hmm. C'est quand il y a eu l'instruction obligatoire, qui est la manière moins dispendieuse possible d'augmenter le capital humain, on a refermé l'écart complètement entre anglophones et francophones au Québec. Quand je dis au complet, c'était fini. Là. Les plus jeunes cohortes, dès 1970, c'était fini l'écart salarial entre les 2. Et ça, les anglophones québécois étaient les anglophones les plus riches du Canada. Donc ça voulait dire que le Québec avait juste un potentiel qui n'était pas exploité à cause de peu d'éducation. Le rôle de l'éducation est fondamental. C'est pour ça que quand je dis que l'idée du modèle québécois, c'est que l'État doit produire et financer, je la refuse. L'État doit financer certains services qui doivent être universellement accessibles, mais il n'a pas besoin d'être le producteur. Donc, si on veut avoir des écoles, que les gens aient à l'école une certaine période de temps, ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir du financement qui suit les parents pour les écoles, l'éducation pré-collégiale, d'avoir des systèmes de prêts et bourses qui sont ciblés selon le milieu socio-économique de la personne pour qu'il ait accès à du crédit facilement, pour minimiser les risques pour les institutions financières, de permettre des arrangements entre employeurs et travailleurs pour qu'il y ait du financement, peut-être du secteur privé pour continuer l'éducation. En fait, historiquement, par exemple, HEC faisait ça, prenait un jeune chercheur qui avait l'air d'avoir du potentiel, lui disait « Je vais financer toutes tes études jusqu'à la fin de ton doc si tu viens travailler 5 ans pour nous comme professeur après. Des choses comme ça qu'on devrait trouver des manières d'encourager. Mais dans ce cas-ci, il y a juste du financement et de l'aide de l'État et non pas la provision du service par l'État. Si on doit avoir une conversation sur où aller de l'avant dans l'avenir, en termes, juste pour réduire les dépenses, de dire on va introduire ces mécanismes de marché autour de ce que l'État essaye de fournir comme minimum essentiel pour tous, ça, c'est l'idéal. Ça, c'est la chose vers laquelle on devrait se diriger. Les détails sont plus difficiles à déterminer, mais la direction est absolument claire que c'est là qu'on doit aller. L'idée de la provision et le financement par l'État ne fonctionne pas. Quelque chose à ajouter? Non, je suis tout à fait... je pensais, pendant que tu disais des affaires de... pour moi, ça, c'est de la politique industrielle, tu vois. OK. C'est ça. C'est trop large pour moi. C'est ça. Peut-être que c'est juste une façon de définir ce qu'on pense. Mais quand on parle de comment on fait pour avoir plus de gens à l'université, le capital humain c'est aussi de la politique, d'une façon de la politique industrielle. Parce que les résultats de ça, on va les voir dans la croissance. Pas juste l'université, école technique, école professionnelle, mais aussi de permettre de faciliter aux gens le plus possible de changer de métier. Si quelqu'un, disons,
On ne devrait pas faire en sorte qu'être allé à l'école dans un domaine fait en sorte que vous êtes embarqué dans un chantier pour le reste de votre vie. Vous devriez être capable de changer facilement, de réacquérir des talents le plus facilement possible. Et il faudrait aussi considérer, par exemple, des choses au Québec comme tout ce qui est les ordres professionnels qui limitent, par exemple, la capacité d'une infirmière d'acquérir certaines formations de plus pour pouvoir faire certains actes réservés de plus, ou de permettre à des gens qui sont, par exemple, menuisiers de pouvoir faire peut-être des trucs en électrique autour de leurs actes de menuiserie. Donc, d'assouplir le cadre réglementaire pour que, justement, les gens puissent mélanger. Le capital humain, c'est une drôle d'affaire en termes de termes pour nous comme économistes, mais c'est juste, est-ce que tu es capable de recombiner des idées ensemble et des connaissances pour que quand tu travailles, toi, tu es plus productif et tu rends la machine à côté de toi plus productive en termes de valeur pour les autres qui est créée, juste parce que tu as une meilleure idée de comment l'utiliser. Mais ça veut dire qu'il faut permettre le moins de barrières possible, tant à l'accumuler que de les recombiner entre eux. Bien, je ne m'attendais pas à ce qu'on termine cette discussion sur l'éducation, le capital humain, mais je trouve que c'est la meilleure façon de conclure l'entretien. Alors, merci beaucoup à vous deux. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.